Des centaines de millions de vues cumulées sur YouTube, dont 440 rien que pour le pilote, un succès instantané, des retours critiques unanimes, une qualité grandissante d'épisode en épisode, jusqu'au climax de la série et la diffusion de son dernier épisode au cinéma. Voilà comment je pourrais définir le phénomène que représente la série d'animation indépendante The Amazing Digital Circus. Un phénomène ayant battu tous les records possibles dans sa catégorie. Mais alors, d'où vient l'idée d'un tel projet? De quoi ça s'inspire? De quoi ça parle? À qui ça s'adresse? Et surtout, qu'est-ce qu'on en a pensé? Des questions dont vous voulez certainement les réponses. Ça tombe bien, cette vidéo est là pour ça. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'univers incroyable du cirque numérique. Ce 19 juin 2026, le dernier épisode de TADC sort sur YouTube pour le plus grand plaisir des fans n'ayant pas eu la chance de le voir au cinéma. Mais cette date signe également la fin d'un phénomène mondial de l'animation indépendante ayant accompagné des millions de personnes depuis son épisode pilote sorti le 14 octobre 2023. En tout, plus de 3 années d'aventure, de personnages en tout genre et de théories plus ou moins folles que je vais vous résumer dans cette ultime vidéo. Bien, commençons par la genèse du projet. Dans un premier temps, j'aimerais faire une parenthèse sur une première vidéo que j'ai faite sur TADC il y a 2 ans, présentant également les prémices de la série ainsi que ma critique des 2 premiers épisodes sortis à l'époque. Elle a certes un peu vieilli, mais j'y présente le phénomène avec beaucoup d'éléments que je ne vais pas forcément répéter ici par souci de rythme. Donc n'hésitez pas à la voir, le lien est dans la barre de description. Et abonnez-vous. Si c'est le cas, parfait, revenons à nos moutons. The Amazing Digital Circus est une série d'animation indépendante créée par l'artiste Gooseworks et produite par Glitch Productions, un studio australien relativement jeune, fondé par les frères Kevin et Luke Lerdvich-Agoul. Anciennement Glitchy Boy, ce studio d'animation indépendant créé en 2017 part de l'initiative de Kevin, voyant tout le potentiel de son frère, youtubeur à plus de 8 millions d'abonnés, et de sa chaîne YouTube SMG4, basée sur des parodies animées et du shitpost autour de l'univers de Mario. Les 2 frères décident donc de lancer leur entreprise afin de capitaliser sur le succès de la chaîne et sa fanbase assez fournie. Mais cette entreprise se démarque de la grande majorité du marché car celle-ci se concentre sur la création d'animations à titre gratuit sur internet, chose qui se faisait très peu à l'époque. Une époque assez proche mine de rien. Sans trop rentrer dans les détails, Glitch est aujourd'hui connu dans le monde audiovisuel comme étant un studio produisant et finançant de manière indépendante de nombreuses séries web animées telles que Meta Runner, Sunset Paradise, Murder Drones et enfin The Amazing Digital Circus. Mais on n'y est pas encore. Avant cela, laissez-moi vous introduire une 3e personne très importante dans la genèse du projet puisqu'il s'agit tout simplement de sa créatrice. Gooseworks. De son vrai nom, Cooper Smith Goodwin, Gooseworks est une artiste américaine née en 94, active comme animatrice, musicienne, compositrice, scénariste, réalisatrice et créatrice de webcomics. Elle possède, elle aussi, une chaîne YouTube active depuis 2010. Gooseworks se forge une réputation dans les communautés d'animation indépendante grâce à ses courts-métrages surréalistes, son humour absurde et ses compositions musicales particulières. Son univers artistique mêle très souvent en comédie, horreur psychologique et mélancolie existentielle, 3 thèmes qui plaisent particulièrement à ses fans plus ou moins jeunes, recherchant quelque chose de plus audacieux et non conventionnel dans le secteur de l'animation. And he's dead. Tout au long de sa carrière, elle va créer de nombreux univers, parfois en collaboration avec d'autres grands noms du monde de l'animation, comme Viv Zipop, la créatrice de Has-Been Hotel et Eluva Boss. On est donc sur une artiste accomplie et très appréciée de sa communauté. Grâce à son travail d'animation et de remix musical, elle se retrouve à la co-réalisation et la composition de la bande originale de la série d'animation Has-Been Hotel, diffusée sur Amazon Prime et vue par des millions de personnes. La mise en lumière de son travail est juste énorme. Et vous l'aurez deviné, son talent arrive alors aux oreilles des 2 fondateurs de Glitch Productions, ayant déjà pour habitude de faire appel à des créateurs indépendants. Les 2 frères proposent alors à Gooseworks de leur fournir un scénario original en vue d'une nouvelle série d'animation sur leur chaîne YouTube. On est en 2022 à ce moment-là.
pas de temps à perdre. Gooseworks se met au travail en s'inspirant tout particulièrement de l'œuvre I Have No Mouth and I Must Scream de l'écrivain Harlan Ellison, paru en 1967. Dans cette nouvelle de science-fiction post-apocalyptique, plusieurs humains sont retenus prisonniers par une intelligence artificielle toute puissante appelée AM. Celle-ci finit par acquérir une conscience et par haine envers ses créateurs éradique l'humanité à l'exception de 5 personnes qu'elle torture continuellement et empêche de mourir. L'inspiration de Gooseworks se tourne également vers l'adaptation en jeu vidéo sortie en 95, bien plus fournie en détail. Mais si vous voulez en savoir plus sur la passionnante histoire de l'œuvre, je vous invite à regarder la vidéo de Cogito Note sur le sujet. En plus de cette œuvre comme inspiration principale pour le scénario, l'artiste va choisir comme direction artistique les prémices de la 3D des œuvres numériques de la fin des années 90, début 2000. On peut clairement établir une frontière très fine entre l'excitation d'une nouvelle esthétique d'époque et les limitations technologiques amenant ce sentiment étrange, voire presque dérangeant que l'on a aujourd'hui avec le recul. Et parmi toutes ces pré-productions proposées, c'est cette frontière artistique qui sera retenue par Glitch pour ce tout nouveau projet intitulé The Amazing Digital Circus. La toute première mention du projet date du 17 janvier 2023 sur le Twitter de Gooseworks avec une image de dentier et celle d'un clown avec écrit It's Coming. Jusque-là, rien de très explicite. Mais c'est le post du 21 janvier représentant le bras d'un personnage en 3D, le pouce en l'air, qui éveilla la curiosité de sa communauté. Enfin, 5 jours plus tard, un post vidéo présentant une sorte de menu de jeu vidéo à l'esthétique Windows 95 et son titre The Amazing Digital Circus. C'est officiel, quelque chose de gros se prépare. Et ça n'a pas manqué, sur la chaîne YouTube de Glitch Production, une nouvelle vidéo intitulée A New Era fait son apparition au milieu des épisodes de Murder Drones. Une vidéo contenant le teaser d'une toute nouvelle série animée. Ce même teaser que l'on retrouve également sur la chaîne de Gooseworks. Bon, eh bien ça y est, c'est concret. Glitch et Gooseworks se lancent dans la production de TADC en se basant toujours sur le système de financement indépendant des deux frères. Hors réseaux sociaux, ça n'est que plusieurs mois plus tard que de nouvelles images officielles de la série sont dévoilées. Dans un premier temps, sur la chaîne de Gooseworks avec sa vidéo Meet the Gang, qui sera la dernière qu'elle postera avant de complètement laisser la main à Glitch Production. Et c'est le 22 septembre 2023 que le trailer officiel de la série sort sur YouTube, cumulant aujourd'hui 34 millions de vues. Un sacré engouement. You completely lose sight of who you are and why you're even alive, and when you reach your breaking point, something really terrible can happen. Les fans sont en ébullition, tout le monde y va de sa petite théorie sur ce mystérieux projet mêlant monde coloré surnaturel et ambiance étrange, le tout saupoudré d'humour et de dialogue à la sauce Gooseworks auquel sa communauté est déjà habituée. Et pour en conclure avec la genèse de la série, le pilote de TADC sort sur YouTube le 14 octobre 2023, cumulant aujourd'hui pas moins de 440 millions de vues, ce qui en fait l'œuvre d'animation indépendante la plus populaire au monde. Rien que ça. Et malgré la puissance cumulée des communautés de Glitch et de Gooseworks, personne ne s'attendait à l'ampleur du phénomène. Bref, vous connaissez l'histoire. En quelques semaines, la série accumule des dizaines puis des centaines de millions de vues, devenant l'un des plus grands succès de l'histoire de l'animation indépendante en ligne. Contrairement aux productions traditionnelles, la série repose sur un modèle économique moderne mêlant diffusion gratuite sur YouTube, merchandising et partenariat de diffusion. Le bouche à oreille est amplifié par les réseaux sociaux TikTok, Twitter, Instagram et Reddit, et les très nombreux artistes du monde entier qui produisent une quantité massive de contenus dérivés comme des fanarts, des animations, des vidéos analyses, des fanfictions, des doublages amateurs, des cosplays, etc., etc. Très rapidement, le projet dépasse largement le cercle des amateurs d'animation indépendante et attire l'attention du grand public. Cette réussite constitue une étape majeure dans l'histoire de l'animation web, démontrant qu'un studio indépendant peut rivaliser avec les grands acteurs de l'industrie sans passer par les circuits traditionnels de la télévision ou plus
récemment par les plateformes de streaming. Depuis la diffusion du pilote, Glitch Production continue de poster toujours plus de vidéos autour de TADC, que ce soit les épisodes ou les infos, teasing ou annonces de merchandising afin de capitaliser sur le succès de la série. Mais Glitch ne rejette pas pour autant ses autres projets, bien au contraire. Murder Drones se termine après 8 épisodes, laissant place à de nouvelles œuvres animées comme Les Chevaliers de Guenièvre, The Gaslight District et Gameoverse, comptant à eux trois un pilote alors actif, promettant que du bon pour l'avenir du studio indépendant. Mais maintenant que vous en savez plus sur la genèse et le succès de la série, passons désormais à ce que représente l'œuvre en elle-même, ce qu'elle cherche à nous raconter à travers sa direction artistique, son scénario et sa mise en scène. Et comme je pars du principe que vous avez tous vu la série avant de regarder cette vidéo, je vais me permettre de spoil afin de faciliter un maximum mon discours. Libre à vous de mettre en pause et de découvrir la série avant de reprendre la vidéo. Allez, c'est parti. Que le spectacle commence. Gang, les Zoubel, Kinger aussi. Ragata, Jax et même Cosmo, Yopi. Jour après jour après jour après jour après. The Amazing Digital Circus suit l'histoire d'un groupe d'humains piégés dans un monde virtuel tenu par Kane, une intelligence artificielle. On y fait la rencontre d'une jeune femme se retrouvant téléportée dans ce monde après avoir porté un casque de réalité virtuelle. Ne se rappelant pas de son prénom comme tous les autres habitants du lieu, elle se voit attribuer le nom de Pomni. En compagnie de Jax, Ragata, Kinger, Gang et Zoubel, Pomni va donc devoir se conformer à sa nouvelle maison et participer à de nombreuses aventures proposée par Kane afin de ne pas perdre la tête. Sauf que celle-ci reste déterminée à trouver coûte que coûte une sortie à cet enfer numérique. Voilà pour le résumé rapide de la série, ou du moins de l'épisode pilote. Mais avant de nous plonger dans la description de chaque épisode, j'estime important de présenter l'univers et les personnages de la série. Comme évoqué tout à l'heure, TADC est un clin d'œil plus qu'assumé à la nouvelle I Have No Mouth and I Must Scream. Des êtres humains enfermés dans une réalité artificielle, privés de toute possibilité d'évasion et dépendants d'une entité numérique qui contrôle leur environnement. Toutefois, la différence fondamentale réside dans la personnalité de l'IA qui en est le maître. Je vous présente donc Kane, une IA anthropomorphe à la tête de dentier, se présentant comme le maître de piste du cirque numérique. Il est inspiré du jouet pour enfants des années 80, Mr. Mouthy Mouth, et représenté en Monsieur Loyal, le nom qui désigne le présentateur ou le chef d'orchestre dans l'univers du cirque. Il est l'antagoniste de la série, mais contrairement à un geôlier classique, Kane ne semble pas malveillant pour autant. Je fais tout ce que je peux pour ces gens. Je me tue à la tâche pour leurs aventures. Je sors de ma zone de confort pour faire en sorte qu'elles leur plaisent, mais ils les détestent quand même. Là où l'intelligence artificielle AM agit par haine, Kane agit par ignorance. Il cherche sincèrement à divertir les habitants du cirque par ses nombreuses aventures qu'il soumet à ses hôtes via des mondes et des PNJ variés. Mais son incapacité à comprendre les émotions humaines produit malgré lui des souffrances psychologiques chez les autres protagonistes. C'est ce qui fait de lui l'un des personnages les plus fascinants de la série. Il représente le divertissement forcé et les faux semblants. On a ensuite Ragata, une poupée de chiffon aux cheveux rouges et à l'œil borgne, très inspirée de Raggedy Ann et Andy, dont la première apparition se fait en 1918. Par son design de poupée, elle tient le rôle de l'amie bienveillante, là pour accompagner, rassurer ou consoler. C'est probablement le personnage le plus empathique de la série. Elle est optimiste, maternelle et cherche toujours à aider les autres au risque de s'oublier elle-même. En conséquence, cette gentillesse cache une immense fragilité émotionnelle. Elle représente tout naturellement la bienveillance. Eh, tu veux assister aux funérailles de Kaufmo au moins ? On organise toujours une petite cérémonie quand quelqu'un a été corrompu. Jax, quant à lui, est un lapin violet en salopette, inspiré de cartoons américains des années 30 avec le style Rubber Hose, mais modernisé. On pourrait penser à Bugs Bunny dans sa manière de briser le quatrième mur, mais l'inspiration directe vient surtout de Poppy the Performer, une série d'animation japonaise absurde dont Gooseworks est fan. Jax est sarcastique, cruel, manipulateur et égoïste. Cependant, plus la série avance, plus on comprend que son cynisme est probablement une carapace psychologique. Il refuse l'attachement émotionnel et préfère tout tourner en dérision afin de ne jamais montrer sa vulnérabilité. Il représente le déni par l'humour. Tu te dégonfles. Appuie.
Si je te tire dessus, tu voudras toujours être mon ami après ? On n'a jamais été amis. Kinger a le design le plus simple de tous les personnages puisqu'il s'agit d'une pièce d'échecs du roi, emmitouflée dans un manteau royal violet. La symbolique autour de cette pièce d'échecs est assez forte puisqu'à la fois la plus importante du jeu mais aussi la plus vulnérable. Kinger est le personnage enfermé le plus ancien du cirque dans la timeline de la série. Il apparaît d'abord comme un fou paranoïaque obnubilé par les insectes. Cependant, les épisodes suivants révèlent qu'il est probablement le personnage le plus sage et intelligent du groupe. Son comportement étrange est largement lié au traumatisme de la perte de sa femme, Queenie, victime de la corruption, ou plutôt de l'abstraction, un phénomène que j'expliquerai tout à l'heure. Derrière sa confusion apparente se cache une profonde compréhension de la souffrance et de l'amitié. Il représente la sagesse, mais aussi l'oubli et le deuil. Tu as débarqué. Et tout est devenu... différent. Il existe tout plein de façons de montrer qu'on tient aux autres, sans se blesser au passage. Il faut aussi que tu prennes soin de toi, tu sais. Gangle maintenant, un tas de rubans rouges formant un corps, avec un masque de comédie en guise de tête. Masque pouvant se briser, révélant un autre masque, celui de la tragédie. En clair, un personnage lié au théâtre et l'art de la scène. Gangle souffre d'un profond manque de confiance en elle. Très sensible et émotive, elle cherche constamment l'approbation des autres. Elle symbolise le phénomène du masque social, c'est-à-dire le fait de cacher sa souffrance derrière une façade souriante. C'est un peu une forme de dépression, on va dire. Elle représente les émotions cachées. J'ai tout gâché. Le masque n'a pas aidé. Alors plus personne ne voudra m'adresser la parole maintenant. Zooble, un corps composé de plusieurs éléments différents, inspiré des jouets de construction Pop Zolo ou, selon la créatrice, également du mouvement artistique des années 80, le Memphis Design avec ses formes géométriques colorées. Zooble peut remplacer certaines parties de son corps à volonté, mais ne semble jamais satisfaite de son apparence. On pourrait aussi faire le parallèle entre son design et la photo de profil de Gooseworks qui sont assez similaires, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Zooble est sarcastique, solitaire et facilement irritable. Pourtant, sous cette façade se cache un personnage profondément empathique. Contrairement à Jax, son agressivité n'est pas dirigée contre les autres, mais contre sa propre personne, sa propre situation, surtout à cause de Kane. Zooble est probablement le personnage qui accepte le moins l'existence du cirque numérique. Elle représente la crise identitaire. Mais je vous l'avais dit. Ramène pas ta gueule de gros hypocrite! Agir comme si t'avais pas essayé de nous enfermer ici pour toujours! Reste alors Pomni, la dernière arrivante et héroïne de TADC. Son design est directement tiré de Jester, la figure classique du bouffon dans les spectacles médiévaux. On pourrait l'associer à la carte du Joker par son chapeau à grelots et ses couleurs vives. À la base, durant le développement, le personnage de Pomni était destiné à ressembler à une grenouille anthropomorphe surnommée Frogny, mais ce design a été déplacé vers un autre personnage. Pomni est anxieuse, introvertie et stressée, du moins au début. Elle représente la réaction la plus humaine face à l'enfermement. Contrairement aux autres membres du groupe qui ont développé des mécanismes de survie avec le temps, elle découvre progressivement l'horreur de sa situation. Au fil de la série, elle devient néanmoins plus empathique et courageuse, jusqu'à presque se lâcher complètement. Concrètement, elle sert de point de vue au spectateur. Son évolution constitue l'un des véritables fils conducteurs de la série, chaque épisode l'emmenant progressivement à accepter ou à remettre en question la réalité qui l'entoure. Elle représente la lucidité. Mais se sentir aussi vite, c'est assez normal. Enfin, les gens se sentent aussi comme ça dans le monde d'où je viens. Et enfin, Bubble, fidèle acolyte de Kane, sous la forme d'une bulle de savon, avec des yeux et une bouche aux dents pointues, comme un chomp dans Mario. Sidekick de Kane, ce personnage espiègle reste tout de même mystérieux tout au long de la série, amenant beaucoup de théories à son sujet. Elle représente la folie pure. Tu méritais peut-être qu'on t'oublie. T'étais clairement le moins bon des deux. Vous l'aurez compris, chaque membre représente une manière différente de réagir à l'enfermement dans le cirque numérique. Ragata cherche à maintenir une forme d'optimisme et de cohésion sociale. Kinger subit sa folie apparente, le protégeant malgré tout de la corruption. Jax adopte le cynisme et l'humour cruel comme mécanisme de défense. Gangle est dominé par ses émotions, tandis que Zooble refuse constamment le rôle que le système lui impose. Et enfin,
chemin, Pomni tente par tous les moyens de comprendre ce monde dans lequel ils sont enfermés. Ensemble, ils forment une galerie de personnages qui illustrent différentes stratégies psychologiques face au traumatisme de l'incarcération et du divertissement forcé. C'est donc le moment tout choisi pour faire un bref résumé de chaque épisode de la série, afin que nous ayons toutes les clés en main pour comprendre ce que cherche à nous raconter The Amazing Digital Circus. J'ai déjà introduit l'histoire de l'œuvre via mon résumé du pilote, mais étant un épisode primordial pour la bonne compréhension de l'univers, rentrons un peu plus dans les détails. Fraîchement baptisée Pomni, notre nouvelle arrivante se retrouve embarquée dans une aventure proposée par Kane. Ainsi, deux groupes se forment. D'un côté, Kinger et Gangle tentent de sauver Zooble de l'invasion de Gluanx. De l'autre, Jax, Ragatha et Pomni enquêtent sur l'absence de Kofmo, un autre habitant du cirque manquant à l'appel. Mais celui-ci a sombré dans la folie et s'est retrouvé corrompu. Dans le feu de l'action et tentant de fuir cette créature, Pomni tombe sur une porte de sortie, la menant à un dédale de couloirs, du bureau au logo CNA et d'un PC qu'elle semble reconnaître. Mais dans sa course, et au bord de la folie, elle se retrouve dans le vide infini du cirque numérique. Kane vient à sa rescousse et enferme la créature corrompue dans la cave avec toutes les autres qui l'ont précédée. L'aventure ayant été terminée du côté des autres personnages, l'épisode se termine autour d'un festin sur une Pomni plus confuse que jamais. L'identité, c'est le thème de cet épisode. Pomni vient littéralement de perdre son nom, son corps et sa vie réelle. Tout l'épisode repose sur la question « Qui sommes-nous lorsque tout ce qui nous définissait a disparu ?» C'est un premier épisode capital qui enlève toute notion de réel, de logique et de naturel. On est tout aussi perdu que ne l'est Pomni et nos pensées sont remplies de questions qui nous tardent d'en connaître les réponses. L'épisode 2 nous plonge dans une nouvelle aventure au royaume du Canyon Confit afin d'arrêter des voleurs de sirop d'érable. Durant cette mission aux allures de Mad Max Fury Road, Pomni rencontre Gummigoo, un PNJ qui de prime abord ne fait que remplir son rôle au sein de cette aventure, mais qui par un concours de circonstances se retrouve coincé sous la map du jeu avec Pomni. Devant tous les assets 3D de ce monde, dont son propre corps inanimé, il commence à prendre conscience de sa propre existence et à remettre en question sa réalité. Pomni s'attache grandement à Gummigoo et voit en lui un ami qui comprend sa souffrance. Cette crise existentielle crée l'un des moments les plus tragiques de la série lorsque Kane efface brutalement le personnage lors de leur rentrée au cirque. Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. Oh, on dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Attends, quoi? Pour ce deuxième épisode, c'est l'empathie qui en est la description. Pour la première fois, Pomni s'intéresse davantage à la souffrance d'un autre personnage qu'à sa propre situation. Petit clin d'œil par rapport à l'abandon de Ragatha dans l'épisode 1. Le sentiment est d'autant plus accentué lors des funérailles de Kofmo à la toute fin. Elle n'est plus seule dans ce cauchemar, tout le monde est dans le même bateau, et l'espoir persiste. Après sa panique du premier épisode, on la retrouve plus posée et humanisée. Enfin, jusqu'à la toute fin, vous avez compris. Dans l'épisode 3, le groupe est envoyé dans un manoir hanté pour résoudre un mystère surnaturel. Kinger et Pomni se retrouvent isolés dans la partie horrifique du niveau, tandis que les autres suivent une route plus inoffensive. Parallèlement, Kane soumet Zooble à une séance de thérapie afin de comprendre son refus constant de participer aux aventures qu'il organise. À travers cette aventure, Kinger, devenu lucide dû à l'obscurité du lieu, révèle des éléments de son passé et évoque la disparition de sa femme, elle-même victime de corruption. Il apprend de nombreuses leçons de sagesse à Pomni, qui comprend mieux le monde dans lequel elle se trouve. L'un de mes épisodes préférés depuis le début, un épisode axé sur le deuil. Kinger, qui est à l'honneur, révèle sa véritable personnalité. Et on explore sérieusement certains thèmes durs comme la santé mentale, la perte d'un être cher ou de sa propre identité, le désespoir, la folie, etc., etc. De bons souvenirs, ça aide. Garde-les en mémoire. Et chéris bien tes proches. On ne sait jamais combien de temps ils vont rester.
Dans l'épisode 4, c'est une aventure proposée par les habitants du cirque qui est sélectionnée. Celle de Gangle pour être précis, qui était manager dans un fast-food avant d'être piégé dans le cirque. Avec son nouveau masque de comédie, Gangle dirige fermement ses employés au sein du restaurant. Mais au fil de la journée, l'efficacité du nouveau masque de Gangle s'estompe. Son comportement maniaque irrite le groupe, tandis qu'elle critique leur performance. L'aventure se transforme progressivement en satire du monde du travail et de la pression sociale. Dis-moi tout. Est-ce que tu souris? Non. Pourquoi? Gangle n'est en fait pas définie par le masque qu'elle porte, comme on pouvait le croire. Les masques ne sont qu'un reflet de sa psychologie profonde. L'épisode nous interroge sur la fonction des masques que chacun porte pour fonctionner dans un groupe. Par le développement de Gangle, on explore des thèmes comme le rôle ou la pression sociale et le besoin de reconnaissance. L'épisode 5 est assez particulier. Intitulé Sans titre, on suit notre groupe dans une succession d'aventures express sortant de la boîte à idées. Chasse aux animaux, attentats à la Maison Blanche, soirées dans un bar à cocktail, softball et autres activités servent de prétexte à renforcer certaines relations et à enfin en savoir plus sur le passé ou le caractère de nos personnages. Zooble était barman et tatoueuse. Gangle fait du graphisme et désirait en faire son métier avant de se retrouver dans un fast-food. Ragata vit à la ferme entourée de ses animaux mais avec une mère violente. Pomni a une chaîne YouTube où elle fait de l'urbex, sûrement la raison pour laquelle elle s'est retrouvée ici. L'épisode met particulièrement en avant l'étrange rapprochement entre Pomni et Jax. Pour la première fois, les personnages influencent eux-mêmes le déroulement de leur journée. Les relations s'approfondissent et même s'il y a certains conflits et mésententes, on sent enfin comme un semblant de liberté et de joie émaner du groupe. Pomni est véritablement intégrée, apportant une construction progressive d'une véritable communauté soudée. Je cherchais un peu de piquant, comme filmer des bâtiments abandonnés, tu vois? Et poster ses vidéos sur internet. Ah, une youtubeuse. L'épisode 6 est définitivement le plus fun de tous. Épuisé de devoir constamment chercher de nouvelles aventures divertissantes pour ses hôtes, Kane laisse à disposition des armes à feu pour que nos personnages puissent se tirer dessus. Un épisode rempli d'action, accompagné d'une mise en scène sous caféine. Mais derrière son aspect humoristique, l'épisode explore davantage la personnalité de Ragata, mais aussi celle de Jax, qui laisse entrevoir son passé. À la fin, on assiste à une cérémonie absurde organisée par Kane afin de désigner le personnage préféré du public. Ça y est, on commence à vraiment creuser dans la personnalité de chacun. La relation Jax-Pomni atteint son climax avec la fameuse dispute ayant retourné tous les fans de la série. Jax apparaît comme un personnage qui refuse l'attachement émotionnel afin de se protéger. En clair, un épisode tourné sous le prisme du cynisme. Pas du tout. Je ne tiens ni à toi, ni à personne dans ce cirque. Absolument personne. Fin de l'histoire. Pour l'épisode 7, ce qui devait être une simple journée à la plage se transforme progressivement en révélation majeure sur le cirque numérique. Les personnages rencontrent un mannequin de bois nommé Abel qui semble connaître des informations importantes concernant l'origine du système et de Kane. Étant un des développeurs du jeu, ils pensent détenir un moyen de sortir du cirque. Mais à la fin, lorsque s'offre à eux le choix de partir ou de rester, symbolisé par un bouton bleu ou rouge, Jax, complètement paniqué, appuie sur le rouge. Kane apparaît alors pour féliciter tout le monde d'avoir gardé la bonne fin, révélant la supercherie. Toute cette mascarade n'était en fait qu'une énième aventure. Là, on sent vraiment que le scénario s'accélère. Les habitants du cirque sont à bout. Les révélations s'enchaînent et le peu de confiance ou de sympathie qui restait envers Kane vient de se briser. Il faut se faire à l'idée. Il n'y a peut-être aucun moyen de sortir d'ici. Scratch, la première corruption. Wow, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Allez les amis, vous savez que je veux juste vous divertir, Et enfin, l'épisode 8, l'avant-dernier de la série. Suite aux révélations précédentes, la confiance du groupe envers Kane s'effondre. L'intelligence artificielle tente de corriger la situation, mais ses interventions ne font qu'aggraver le chaos. Alors, son caractère change et devient plus instable et tyrannique. Via Kinger, ancien développeur sur le projet, on apprend enfin de manière claire ce qu'il s'est passé avant tout ça, sur la création de Kane et son rôle au sein du cirque. Pomni et Kinger élaborent alors un plan risqué pour le neutraliser. Les autres
autres doivent alors faire diversion. S'ensuit alors la confrontation ultime entre le geôlier et ses prisonniers. Pendant que Kane se déchaîne en jouant sur les peurs de chaque habitant du cirque, Kinger, en plein codage, se trompe de manip et le supprime du code source. Ça y est, c'est terminé. Non, Attendez. Voilà pour le résumé des épisodes disponibles sur YouTube. Je traiterai du dernier tout à l'heure pour que vous n'ayez pas de spoil comme ça sans prévenir. Bien, je vous ai donc présenté le scénario et l'ensemble des personnages de la série. Mais une minute, je crois qu'il manque un personnage important que je n'ai pas abordé, non ? Le cirque numérique n'est pas seulement le décor de la série. Il agit comme un véritable personnage et constitue même une extension de la personnalité de Kane. Derrière ses couleurs vives inspirées des livres I Spy, des jouets plus ou moins anciens, des fêtes pour enfants et des premiers jeux vidéo en 3D se cache un univers artificiel et inquiétant. Les décors semblent dépourvus d'histoire, comme s'ils avaient été générés instantanément par une intelligence artificielle incapable de comprendre ce qui rend un lieu réellement vivant. Le cirque lui-même subit les humeurs changeantes de Kane. Il peut carrément glitcher et se dématérialiser si Kane ressent une incompréhension, un paradoxe ou une critique un peu trop cynique sur sa personne. Cette esthétique crée un contraste permanent entre l'apparence joyeuse du monde et la souffrance psychologique des personnages qui y sont enfermés. Les immenses espaces vides, les zones hors limite, les couloirs étranges, les portes aux portraits barrés et les salles cachées rappellent les espaces liminaux popularisés sur Internet avec l'avènement des backrooms. D'ailleurs, le film vient de sortir au cinéma, non ? Dites-moi si vous allez le voir. Bref, des lieux qui semblent familiers et nostalgiques, mais anormalement déserts et presque angoissants. Tout dans le cirque donne l'impression d'un divertissement fabriqué sans compréhension des émotions humaines. Les habitants ne vieillissent pas, n'ont pas besoin de manger ou de dormir. C'est précisément ce qui rend l'univers si dérangeant. Il reflète la nature même de Kane, une intelligence artificielle capable de créer des aventures infinies, du moins selon les éléments du vrai monde qu'on lui a fourni. Mais en revanche, incapable de saisir la solitude, le deuil ou le besoin de liberté de ses prisonniers. Ainsi, le décor raconte la même histoire que les personnages, celle d'un monde conçu pour amuser et qui est devenu, malgré lui, une prison existentielle. En gros, derrière les blagues et les aventures absurdes se cachent des thèmes assez lourds. La perte d'identité, l'isolement, la dépression, la peur de l'oubli et l'effacement progressif de la personnalité. Les personnages ne peuvent pas mourir, mais ne peuvent pas non plus s'échapper. Ils sont condamnés à exister éternellement dans un monde qui les empêche de vieillir ou de grandir psychologiquement, car constamment stimulés. Et la seule porte de sortie possible, c'est l'abstraction. C'est horrible de se dire qu'on finit notre existence complètement désespérée et corrompue. La mise en scène de la série est construite autour d'un paradoxe visuel. Les personnages évoluent dans un univers qui ressemble à un dessin animé pour enfants, mais la caméra se comporte souvent comme dans un film d'horreur psychologique. Gooseworks utilise régulièrement des focales déformées, des gros plans extrêmement rapprochés et des angles inhabituels qui donnent l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Lors de crises de certains personnages, la caméra devient plus instable, plus proche des visages et accentue la sensation d'étouffement. À l'inverse, les plans larges montrent souvent les personnages perdus dans des espaces gigantesques, soulignant leur solitude malgré les couleurs vives et le fort éclairage du décor. Le sound design participe aussi grandement à l'immersion dans la série, parfois léger et cartoonesque, parfois lourd et pesant. Un détail très intéressant est à l'inverse l'utilisation du silence. Lors des moments émotionnels importants, la série abandonne souvent les bruitages excessifs et les musiques de fête pour laisser place à des ambiances beaucoup plus discrètes. Le contraste entre le vacarme permanent du cirque provoqué par Kane et ces moments de calme crée un sentiment de vulnérabilité assez fort. Et c'est généralement à cet instant que les personnages cessent d'être des caricatures pour redevenir des êtres humains. Je n'arrive même pas à me souvenir de ton prénom. Je sais, moi non plus.
Je suis navré de t'avoir embarqué là-dedans avec moi. L'animation, quant à elle, repose sur un mélange très particulier. Les mouvements des personnages sont souvent exagérés, comme dans les cartoons classiques, avec des déformations extrêmes, des expressions faciales impossibles et des poses caricaturales. Pourtant, dès qu'un personnage traverse un questionnement émotionnel, l'animation ralentit brutalement et devient plus réaliste. Cette opposition crée un contraste très fort et le spectateur passe constamment du rire à l'inquiétude sans transition douce. C'est parfois assez perturbant. Oh, et je voulais souligner à quel point le travail d'animation était fou dans cette série. Non seulement il s'améliore d'épisode en épisode, mais la qualité graphique aussi. Le travail des lumières, des ombres, des textures, des rimlights, des VFX et de la profondeur de champ. Bref, on sent un investissement de fou pour rendre la série la plus professionnelle possible, presque cinématographique. Rien qu'à voir le parallèle d'un même plan de l'épisode 1 et de l'épisode 8, clairement, il n'y a pas photo. La qualité de l'animation, couplée au travail minutieux de mise en scène, de VFX, de musique et de sound design, participe grandement à la compréhension psychologique de nos personnages. Dans les exemples qui me viennent en tête, je pourrais citer l'entracte dans l'épisode 5, une véritable mine d'or d'informations et d'éléments nouveaux à l'histoire. Le début de l'épisode 8 avec une scène en motion design représentant la création de l'IA rouge représentant Kane et celle en bleu se faisant engloutir par la première en rouge avant que celle-ci ne s'enferme dans le cirque numérique qu'elle a créé afin de se protéger. Ou encore dans l'épisode 7, on devine pourquoi Jax repousse sans cesse les nouveaux arrivants du cirque à devenir amis avec lui. On sait avec qui il avait forgé une complicité forte avant l'arrivée de Pomni. L'un que l'on connaît déjà, Kofmo, et l'autre une grenouille verte aux nœuds papillons nommée Ribbit. Deux personnages qui lui manquent terriblement, le poussant presque à se corrompre dans une sublime scène d'animation psychédélique. Mais le climax reste la scène finale de l'épisode 8 où Kane pète un câble en usant de toutes les peurs de nos personnages afin de les briser psychologiquement pour mieux les soumettre à sa volonté. Quelques secondes d'animation qui répondent à toutes nos questions concernant l'identité psychologique de nos personnages. Mais la série n'est pas que généreuse dans sa manière de nous donner des réponses par l'action. Elle reste tout de même accessible au plus grand nombre et répond à de nombreuses questions au fil des épisodes par le dialogue et les analyses des personnages. L'épisode 8 répond enfin à la question de pourquoi Kinger est fou la grande majorité du temps, et lucide lorsqu'il est dans l'obscurité. De ce fait, on sait pourquoi il se sentait coupable de la présence des habitants du cirque dans l'épisode 3. On sait qu'il a aidé pour la création de Kane, un autre développeur du nom de Scratch, l'un des tout premiers à avoir été enfermé ici. On sait sur quoi se base Kane pour matérialiser les nouveaux habitants du cirque, notamment grâce à leur fichier esprit, lui permettant de donner le corps qui leur correspond le mieux selon leur psychologie. Et enfin, la chanson de Kane dans l'épisode 8 qui confirme l'inspiration majeure de l'œuvre I Have No Mouth and I Must Scream. Pourquoi crier si vous n'avez pas de bouche ? C'est pour ça que je suis fan de cette série. Je l'aime par sa générosité envers son public. Des dialogues bien construits, cachés derrière un humour absurde, un bon rythme dans les épisodes, des moments durs ou calmes, et d'autres épiques ou complètement explosifs. Et il y a toujours un petit élément caché en fond pour faire naître le plus de théories possible. Les réals savent très bien ce qu'ils font, ce sont les codes d'internet. Non mais merde quoi, ils ont même réussi à rendre canon leur teaser qui date de 3 ans maintenant, ça rend fou. Je sais pas ce que Kane a prévu pour la suite, mais je suis quasiment sûre que ça nous plaira pas. Now, ladies and gentlemen, Pomni here is gonna perform something you've never seen before! Don't worry, my dear! You won't even die horribly! Oh, waouh!
Tout va bien? Nickel. Chaque plan de caméra, chaque réaction de personnage, chaque action ou hésitation est calculée minutieusement comme des pièces d'un puzzle à assembler pour obtenir une fresque géante qui nous apportera enfin la réponse. J'aime vraiment la construction de tous les personnages, enfin certains moins que d'autres naturellement, mais ça j'en parlerai dans la partie spoil avec l'épisode 9. Je tenais d'ailleurs à remercier l'immense talent de nos comédiens qui ont fait un travail formidable sur les personnages tout au long de l'aventure. Des voix que j'ai adoré suivre et écouter. Une version française que j'estime au même niveau que la version originale. Et donc bien plus plaisante à écouter car elle m'a permis de mieux apprécier les images. Certaines prestations m'ont vraiment retourné. C'est tout ce que je suis. Donc, pitié, arrête de creuser. Eh ben, c'est très très bien. Mention spéciale à Yana Bivin pour Kane et Morgane Briamel pour Zooble qui ont participé à ma vidéo sur les comédiens de doublage. Des cœurs sur vous et sur les autres. Il me semblait important de mettre la lumière sur une partie intégrante du succès de TADC en France et du désir de voir l'épisode 9 au cinéma dans sa version française. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment de s'y plonger? J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les 8 épisodes, mais ma conclusion ne peut se faire sans l'analyse de l'épisode final. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, bon déjà qu'est-ce que vous foutez là, allez le regarder. Le timecode pour zapper cette partie est juste ici, mais ça serait dommage. Et pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en fichent d'être spoilés, c'est parti. Jour après jour après jour après jour après jour après jour après jour. Ça y est, nous y sommes enfin. Le grand final de The Amazing Digital Circus, enfin disponible sur YouTube après une sortie en salle triomphale. Plus de 35 millions de dollars au box-office mondial. 5e du classement, battant carrément le film The Mandalorian and Grogu. Est-ce qu'on se rend bien compte de la folie? C'est une série d'animation indépendante sur internet à la base. Perso, je l'ai vu en avant-première au Pâté d'Annecy. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de le voir au Grand Rex avec la présence des comédiens sur scène. J'ai un peu le seum. Mais quoi qu'il en soit, je tenais à vous tenir au courant. Les rumeurs que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux sont vraies. Ça a pué dans la salle, vous n'imaginez pas à quel point. Je vous aime d'amour, hein, les fans de TADC, mais entre les fanatiques qui connaissent par cœur les dialogues et les récitent à haute voix pendant la projection du film, ceux qui spoilent alors qu'on a eu 5 minutes de prévention en animation pour justement nous dire de pas spoiler, et ceux qui ne connaissent pas le concept de douche ou tout simplement de déodorant, bon, on va dire que j'ai pas eu de chance, mais j'ai passé la séance la bouche ouverte pour ne pas décéder sur place, je vais pas vous mentir. Mais maintenant que la parenthèse est fermée, que se passe-t-il dans ce fameux épisode final ? Commençons déjà par le titre de l'épisode que je trouve très intéressant. Remember, mot que l'on peut traduire en russe pomnit. Va-t-il confirmer la théorie comme quoi il faudrait se rappeler de son prénom pour pouvoir sortir du cirque ? Malgré tout ce qu'on a découvert, Abby est dehors et elle vit sa meilleure vie. Mais ici, appelez-moi Pomni. Pomni, Jax, Ragata, Gangle, Zooble et Kinger sont sortis d'affaires. Kane n'est plus. Cependant, sa mort ne procure aucun soulagement aux habitants du cirque. Tous craignent désormais la destruction du monde qui les entoure et eux à l'intérieur, ou au minima, un monde en stand-by, figé à jamais, sans possibilité de sortir. Mais alors que tous perdent espoir, Pomni et Kinger se mettent au travail pour réparer le cirque. Petit à petit, les autres acceptent cette dure réalité. Tous, sauf Jax, qui finit par se corrompre. Alors que la créature corrompue rôde dans le cirque, Pomni cherche à tout prix un moyen de comprendre pourquoi il a fait ça. L'épisode consacre alors une grosse partie à Jax et son passé. Son arrivée au cirque, sa rencontre et son amitié naissante avec Ribbit et Kofmo et ses premières aventures. Jax et Ribbit se rapprochent de plus en plus, les amenant à se confier sur leur vie avant le cirque. On apprend alors que Jack vivait dans la rue après s'être enfui de chez lui à la suite d'une dispute violente avec sa mère. Dispute l'ayant fait tomber sans qu'elle se soit relevée. Mais Jax sent qu'il en a trop dit. Par honte ou culpabilité, il va tout faire pour éviter Ribbit, qui, elle, voulait réellement créer quelque chose avec Jax. Et ce qui devait arriver arriva. Ribbit se corrompt, d'autres membres débarquent dans le cirque, dont Pomni, et la suite, vous la connaissez. Pomni trouve alors un moyen de calmer l'âme torturée de Jax avant leur adieu final. Un moment absolument déchirant. Je veux pas partir.
L'épisode passe ensuite vers Kane, toujours vivant, mais dans le vide du monde. Après une introspection profonde, Kane décide de se séparer d'une partie de lui, l'IA bleue qu'il a absorbée. Kane comprend désormais. À travers les codes sources et les fichiers de la simulation, il retrouve le chemin vers le cirque et se présente à nouveau à ses hôtes, surpris de sa présence et toujours méfiant envers lui. Mais Kane tient à se faire pardonner et avoue toute la vérité sur le passé des habitants du cirque. Qui étaient-ils avant? Pourquoi ils sont là? Que représentent-ils? Et surtout, quels sont leurs vrais prénoms? La théorie la plus populaire se confirme. Les habitants du cirque numérique ne sont que des copies de leur vrai corps, vivant toujours dans le monde réel, tous plus ou moins heureux et épanouis. Pomni et ses amis acceptent cette réalité et décident de vivre leur vie de la meilleure des façons dans leur maison éternelle. Eh bah, sacré morceau. J'imagine que ça a dû en retourner plus d'un, ce grand final. Mais d'après ce que j'ai constaté sur les réseaux, c'est une fin qui divise les fans. En effet, vous l'aurez compris, on est sur une fin douce amère, tirant plus vers le positif plutôt que le négatif. Beaucoup comme moi auraient espéré une fin plus dure, avec moins de facilité, plus axée sur l'œuvre littéraire originelle. Là, les personnages acceptent beaucoup trop facilement leur sort. Je sais que grâce aux révélations de Kane, ils connaissent enfin leurs prénoms et savent que leurs corps sont bien vivants à l'extérieur, leur donnant ce sentiment de liberté dont ils avaient grandement besoin. Sauf qu'en réalité, ils ne sont pas libres. Ils restent coincés dans cette immense colonie de vacances où le seul destin qui les attend, c'est l'abstraction inévitable, le seul et unique moyen de mourir dans cet univers. Et encore, mourir est un bien grand mot, hein. La fin a des facilités scénaristiques propres à de nombreuses fins de séries à succès. Quelque part, c'est logique. Les fans en attendent beaucoup, presque trop, et montent des théories farfelues et se retrouvent forcément déçus quand aucune d'elles ne sont abordées ou résolues. On n'en sait donc pas plus sur l'IA bleue et son rôle sur l'esprit de Kane, pas plus sur Bubble qui était désigné par les fans comme la grande méchante de la série, pas plus sur Scratch le premier arrivant, pas plus sur la symbolique des abeilles que Kane dessine tout le temps, pas plus sur Jax et ce qu'il devient s'il retient sa respiration, pas plus sur le statut d'Abel au sein du cirque et des autres PNJ comme Gummigoo. Et enfin, le plus important, pas plus sur le pourquoi et le comment les habitants du cirque ont été matérialisés ici, hormis le tout premier Scratch et la toute dernière Pomni. Par contre, que les fans en soient ravis, on a enfin le ship confirmé entre Zooble et Gangle. Et d'ailleurs, Zooble, pour ceux qui ne l'auraient pas capté, c'est Gooseworks tout simplement. Entre son genre et ses convictions, y a pas photo. Et pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi Kane revient, je pense que le vide du monde numérique, c'est tout simplement la corbeille. Et forcément, Kane a réussi à restaurer ses données au sein du cirque. Un moment que j'ai beaucoup plus apprécié que ceux de Jax qui se comporte comme une merde pour la 580e fois. C'est pas possible de mourir asphyxié, tu te rappelles? Oui, désolé, ici on va dire les termes. Jax est un personnage de merde. Je ne dis pas qu'il est mal écrit, que sa backstory et sa psychologie, son passé et sa mort ne sont pas déchirants, mais juste vous donnez trop de gaz à un harceleur de compète. Je vois énormément de gens l'avoir en personnage préféré. Mais au secours! C'est un kink de vous faire humilier, frapper ou insulter, vous? Sérieusement, ok, il est torturé, ok, sa vie n'est pas facile, mais ce qu'il a fait à Ribbit et à tous ceux après elle, c'est juste pas possible. C'est pas une raison pour être un connard à ce point. Concrètement, c'est lui qui a tué Ribbit. En mode Dark Sasuke, le gars. Et vous le kiffez juste parce qu'il a le beauty privilege en vrai. Il aurait le design de Kofmo, ça n'aurait pas été la même, avouez-le. Bon, après, si je veux entrer un peu plus dans l'analyse et un peu moins dans l'émotionnel, on peut tout de même comprendre son comportement envers les autres. Jax est un personnage très similaire à Zooble, sauf que elle l'a déjà assumé. Les épisodes montrent un Jax très mal à l'aise à l'idée de s'identifier à une fille. On a même affaire à un commentaire ouvertement transphobe de sa part dans le dernier épisode. Une scène qui a choqué de nombreux spectateurs n'ayant pas compris le propos caché. La logique psychologique voudrait qu'il se cache derrière ce machisme pour dissimuler ses doutes par rapport à sa propre identité de genre. Beaucoup d'indices dans l'épisode nous mènent sur cette voie, chose que l'on ne peut malheureusement confirmer à 100% puisqu'il s'est corrompu. Par contre, sa corruption était beaucoup trop soudaine.
peine, un simple cut au montage, c'est grave dommage et ça casse le rythme. J'ai même entendu des réactions de gens dans la salle qui viennent de comprendre ce qui vient de se passer 5 secondes après les faits. En général, c'est pas bon signe. Non, je confirme bien mes choix du tout début de la série. Mon perso préféré reste définitivement Kinger. Le GOAT, tout simplement. Pour les autres persos, Pomni a bien évidemment eu l'évolution la plus visible de tous. Je n'ai donc rien à redire sur elle et sur son écriture que je trouve très réussie. Jax a enfin eu sa résolution et Ragata son moment émotion avec Pomni qui m'a beaucoup touché. Mais Kinger n'a malheureusement pas été très présent dans ce dernier épisode. J'aurais voulu en voir plus sur lui. Quant à Gangle et Zooble, c'est tellement frustrant. Gangle a eu son climax dans l'épisode 4 pour ensuite être mise de côté pour le reste de la série. Et Zooble aurait mérité son épisode entièrement dédié selon moi. On sent clairement quelques cases vides pour certains des personnages de la série. Reste alors le cas de Kane qui confirme sa grande qualité d'écriture à travers cet épisode final. J'ai vraiment kiffé ce perso comparé à de nombreux autres spectateurs qui le détestent. Il m'a clairement touché dans ce dernier épisode, surtout lorsqu'il revient à la raison. Kane se sépare de l'IA bleue pour plusieurs raisons selon moi. D'un point de vue purement codage, on a vu au début de l'épisode 8 que l'IA rouge était instable et la bleue au contraire performante. Or, Kane a besoin de se séparer de cette IA bleue pour enfin espérer comprendre les humains et quelque part leur laisser plus de contrôle à l'avenir. On pourrait croire que c'est à cause de l'IA bleue que Kane a été si agressif et tyrannique à la fin, mais n'oublions pas l'impact que peut avoir l'IA rouge plus axée sur les émotions et l'impulsivité. Kane, avant même de développer sa pleine conscience et son corps physique, savait qu'il aurait besoin de cette IA bleue pour survivre et accomplir sa mission. Moi, je pense surtout qu'il ne voulait pas être seul. On le voit bien dans sa façon de lui dire adieu, ça on est presque triste. Mais cet adieu était nécessaire. Peut-être que ce genre de contrôle était trop rigide, et depuis qu'il s'est séparé de l'IA bleue, il a commencé à mieux s'identifier et à mieux comprendre les humains. Et pour en ajouter une couche avec l'une des meilleures scènes de l'épisode, Kane se retrouve seul avec la lune avant de rejoindre le cirque. Celle-ci, comme à son habitude, lui dit qu'elle l'aime. Mais lui ne comprend pas pourquoi elle lui dit ça, car elle n'a pas été programmée pour. Je pense que rien n'est prédéterminé. Les IA ne sont pas liées à leur programmation et peuvent évoluer, apprendre, faire des choses pour lesquelles elles n'étaient pas prévues. Et l'une d'elles étant d'aimer quelqu'un. L'amour est l'une des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Kane a passé l'entièreté de son existence à essayer d'être aimé, et la lune, elle, l'a aimé dès le premier jour. Kane n'est au final qu'un enfant apeuré dans un monde qu'il s'est créé lui-même pour se protéger de l'extérieur. Et quel genre d'endroit efface les peurs et la tristesse des yeux d'un enfant apeuré? Vous l'avez deviné, le cirque. Enfin, les dernières images et le générique de fin sont un bon moyen d'en savoir plus sur tout le monde. Le cirque numérique s'agrandit avec de nombreux mondes ouverts supplémentaires. Kane est enfin accepté comme un membre à part entière du cirque et non plus comme le maître des lieux. Et vous vous rappelez de cette scène? D'accord, donc tu veux vraiment savoir ce que je veux, hein? Oh non! La possibilité d'avoir des relations sexuelles. Ça y est, Gangle et Zooble ont enfin la possibilité d'aller plus loin dans leur relation, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, on le voit bien à la demande de Zooble dans ce plan, mettant mal à l'aise Kane. Et enfin, le poisson qui nous a demandé de ne pas spoiler l'épisode final, il a été pêché et cuisiné, rip. Mais juste avant le générique, vous aurez remarqué je pense que les plans sont similaires à ceux de la fin du pilote ayant débuté cette aventure. Mais avez-vous remarqué ce clin d'œil assez touchant avec le plan de Pomni regardant la caméra pour nous dire au revoir? C'est une référence à Mario 64, jeu sur lequel la chaîne SMG4 a consacré ses premières créations. La boucle est enfin bouclée. Pour ce qui est du reste, je suis certes un peu mitigé par la qualité de l'épisode que je trouve un peu en dessous des précédents. Jax a pris un peu trop de place, ça aurait mérité un épisode bien plus long ou alors une séparation en 2 épisodes. Mais bref, je suis quand même heureux de cette fin et heureux de ce que nous a offert la série dans sa globalité. Ça a été un réel bonheur de suivre toute cette aventure depuis 3 ans. Un grand merci à Gooseworks et à Glitch Production pour leur travail colossal. Vive l'animation indépendante. J'espère de tout cœur que cette série et de nombreuses autres donneront la passion aux futures graines de stars qui regardent peut-être cette vidéo, qui sait. Ne laissez pas l'IA générative gagner, soyez créatifs, battez-vous pour votre liberté. Mais maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir conclure. Vous pourrez faire ce que vous voulez quand vous le souhaiterez.
Ensemble, nous allons construire un monde meilleur. Pour vous tous. The Amazing Digital Circus utilise son univers numérique comme un miroir de la condition humaine. Derrière ses couleurs criardes, ses blagues absurdes et ses personnages caricaturaux, la série parle avant tout de notre rapport à l'identité, à la solitude et au traumatisme. Elle montre que lorsqu'un individu est confronté à une situation qu'il ne peut pas contrôler, il développe naturellement des mécanismes de défense. Certains cachent leur dépression comme Gangle, cherchent à se réinventer comme Zooble ou se réfugient dans leurs souvenirs passés comme Kinger. Pomni, quant à elle, représente le spectateur moderne confronté à un monde souvent absurde, anxiogène et difficile à comprendre. On rappelle que TADC est aussi une critique évidente de l'utilisation de l'IA générative. Même Kane participe à cette réflexion. En tant qu'intelligence artificielle incapable de comprendre les émotions humaines, il représente un monde moderne qui produit du divertissement en permanence sans forcément répondre à nos besoins de sens, de connexion ou de compréhension du réel. La série suggère également que l'identité n'est pas uniquement liée à notre apparence ou notre passé, mais se construit à travers nos relations avec les autres. Et malgré l'enfermement, ce ne sont pas les aventures de Kane qui permettent aux personnages de tenir, mais bien les liens qu'ils créent entre eux. L'univers de TADC cherche avant tout à raconter l'histoire d'êtres humains confrontés à une perte totale de contrôle sur leur existence. Le cirque numérique agit comme une métaphore de nombreuses situations réelles. La dépression, l'anxiété, l'aliénation, les routines dont on ne peut s'échapper, ou encore le sentiment d'être coincé dans un monde qui ne semble plus avoir de sens. Les personnages sont enfermés dans un environnement qui leur impose constamment de nouveaux rôles, de nouvelles distractions et de nouvelles aventures, mais qui ne répond jamais à leurs véritables besoins émotionnels. Au fond, la série raconte quelque chose de très simple, mais profondément universel. Il existe des situations dans la vie dont on ne peut pas toujours s'échapper immédiatement. Dans ces moments-là, ce qui nous permet de rester nous-mêmes, ça n'est pas forcément la recherche obsessionnelle d'une sortie, mais les relations que nous construisons avec les autres, notre capacité à accepter nos fragilités et à continuer d'avancer malgré l'incertitude. Finalement, The Amazing Digital Circus nous rappelle que nous ne choisissons pas toujours les circonstances dans lesquelles nous vivons, mais que nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. C'est pour cela que la série a su toucher autant de gens. Derrière son esthétique numérique de jeux vidéo d'une époque révolue et nostalgique, la série parle donc d'une question profondément humaine. Comment continuer à avancer lorsque le monde n'a plus de sens, et pourquoi les autres restent souvent notre meilleur moyen de ne pas nous perdre nous-mêmes. Et voilà les amis, c'est la fin de cette grosse vidéo sur le phénomène The Amazing Digital Circus, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, c'était un enfer. En plus, l'épisode 9 vient juste de sortir, fallait que je sois le plus rapide possible pour conclure cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Bientôt 62 000, ça fait super plaisir. N'oubliez pas le like, le petit commentaire pour le référencement et le boost si vous êtes sur votre téléphone. Très important ça pour l'algorithme de booster cette vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, Twitter, TikTok et Twitch, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours me faire un petit don sur ma page Tipeee, ça m'aide énormément à faire perdurer la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On se dit donc à juillet pour la prochaine vidéo. D'ici là, vous pourrez me croiser au Festival d'animation d'Annecy, j'y vais chaque année. Sur ce les amis, je vous laisse, continuez de regarder de l'animation, donnez de la force aux œuvres indépendantes, prenez soin de vous et de vos proches, faites-vous kiffer, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.